Didier Dufaux est mon invité aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Ça fait combien de temps? 5 ans à peu près qu'on s'était croisés sur le plateau de Décideur TV la dernière fois. Et alors vous ne revenez pas avec un, mais 2 ouvrages. On va en parler pendant cette émission. La monnaie du diable et sortir du désastre, qui est la suite de notre précédente conversation. On rappelle déjà, Didier, qui vous êtes. Bien, écoutez, je suis le président d'un groupe d'économistes qui s'est créé à la fin des années 90 parce qu'ils n'étaient pas contents de 3 évolutions qui leur paraissaient extrêmement dommageables. D'une part, le système d'échange flottant qui nous amenait à une crise économique financière tous les 10 ans, et on attendait la grosse. Elle est arrivée en 2008. Il y avait l'euro que nous trouvions dysfonctionnel selon ses modalités et qui maintenant est considéré comme dysfonctionnel par tout le monde. Et nous pensions aussi que l'arrivée de la Chine, avec un système de concurrence totale, casserait l'industrie des pays développés, ce qui était le cas aussi. Déjà en 90, avant même l'entrée dans l'OMC. Disons, en 97-98, toutes ces discussions étaient en cours. Alors, on rappelle aussi votre parcours professionnel. Vous avez été consultant. Très longtemps. Et qui on trouve dans ce cercle des économistes, alors? On trouvait des amis et, sur 4 continents, et on trouvait aussi des gens qui, sur les forums, s'étaient manifestés exactement avec les mêmes idées et qui se sont donc regroupés avec nous pour créer en 2008, le blog sur lequel nous avons désiré éditer toutes nos réflexions. On peut rattacher ce cercle des économistes, le cercle des économistes étoiles, à ne pas confondre avec l'autre cercle des économistes. Ah oui, mais ils ont pris le nom générique, les vilains, donc il fallait bien qu'on fasse quelque chose. On peut rapprocher ça de quelle école de pensée économique, si on devait la définir? Écoutez, nous, on n'a pas d'école. On est des factuels, on est des pragmatiques, mais on a considéré que Maurice Allais a été longtemps la voix qu'il fallait entendre et qui a été totalement mise de côté. Et c'est ce scandale-là qui nous a motivés au départ. Alors, parce qu'il avait tout dit. Il avait tout dit. Donc pourquoi 2 ouvrages en fait? Bien, écoutez, à la suite des conférences que nous avons faites avec le premier livre, on s'est aperçu que la connaissance sur la monnaie était inexistante. Et par exemple, un livre sur Bretton Woods en France, il n'y en a eu qu'un, il date de 1956. Donc on a voulu refaire l'histoire de la monnaie géopolitique de 1919 à 2019, 100 ans. Et c'est ça, donc cet ouvrage, La monnaie du diable. En fait, le diable, c'est le fait qu'on ne soit plus indexé sur un étalon. Le diable, c'est qu'on ne sait plus quoi faire maintenant qu'on a tous les pouvoirs de création monétaire et que ces pouvoirs sont nationaux. À partir du moment où on a arrêté les accords de Bretton Woods qui les mettaient en jonction, on est rentré dans une espèce de folie dont on n'est toujours pas sorti. Et pourtant, l'euro, c'est un peu quand même cette ambition de recréer une espèce de supranationalité de la monnaie. Oui, mais la seule chose, c'est qu'on l'a fait selon des modalités qui sont dépressives, dépressionnaires, et qui à l'heure actuelle ont créé un monstre allemand, puisque l'euro, c'est à 85 à 90% un organisme pour les Allemands, et que les Français ne pratiquent pas, étant donné que tout le trafic qui passe par la BCE, sauf les prêts vers la France, sont des capitaux qui viennent ou qui vont en Allemagne. C'est un gros sauf quand même, parce que on dit les Français n'en profitent pas, ils profitent comme d'autres pays de la puissance de l'euro. Sinon, il y a longtemps qu'on n'aurait pas des taux d'intérêt à ce niveau ou qu'on aurait arrêté de nous prêter. Mais on n'a plus d'industrie. On n'a plus d'industrie. Ça, c'est pas la faute des Allemands, c'est les politiques français qui ont décidé d'exporter leur industrie. C'est l'organisation de l'eurosystème. Je ne mets pas ça sur le dos des Allemands. Non. Mais l'eurosystème permet à chacun de faire n'importe quoi. Et lorsque nous avons M. Jospin qui crée les 35 heures pendant que M. Schröder fait l'inverse, on crée une situation intolérable. Mais exactement, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, la responsabilité n'incombe pas aux Allemands ni même à la politique monétaire. Elle incombe au droit du travail français qui, à un moment donné, a dit « bah non, on va essayer de trouver des arrangements pour travailler moins
et tout en ayant l'illusion d'être payé autant. C'est vrai, mais on dénonce aussi la dimension proprement française de la crise. En particulier, aller dans la compétition mondiale avec des bottes en plomb, c'est irresponsable. On a vu les résultats. À l'heure actuelle, il n'y a plus d'industrie. Et il n'y a plus d'industrie. On a perdu des millions d'emplois. La vraie vérité de ces années, c'est que nous avons doublé le PIB par tête, le PIB par tête entre 60 et 80. Et fin 2020, le PIB par tête français corrigé de la dévaluation de la monnaie était strictement identique à celui de 80. C'est-à-dire que nous vivons une période de totale stagnation depuis 40 ans. Mais c'est vrai dans d'autres pays, hein. Les États-Unis aussi ont une stagnation des salaires depuis une vingtaine, trentaine d'années. Enfin, ce problème du travail qui ne paye plus ou qui ne paye plus autant qu'il devrait, c'est un problème qui est dans tous les pays occidentaux. Oui, mais il est lié au change flottant. Avant, on ne pouvait pas avoir d'énormes déficits et d'énormes excédents. Mais si vous avez des énormes excédents, vous avez évidemment un problème de compétitivité quelque part. Et donc vous prêtez aux débiteurs et vous continuez à accumuler des réserves et on arrive à des crises épouvantables comme celle de 2008. Alors je regardais notre émission d'il y a quelques années où justement vous anticipiez cet apocalypse dans le sillage de cette crise financière majeure de 2007, 2008, 2009. Pourtant on n'est pas mort, on est encore là à discuter et à se dire oulala, oulala, la politique monétaire déraille. Ça continue. On ne meurt pas, mais nous sommes maintenant revenus à 1980, merci. Et si on a eu les gilets jaunes, si on a eu les bonnets rouges, si on a maintenant une abstention qui est totalement démesurée, c'est bien parce que les gens ont perdu confiance dans l'idée qu'on puisse s'en sortir. Et c'est ça qui est le plus grave. Oui, mais vous expliquez justement tous ces dérèglements en prenant comme cause, ou une des causes principales, la monnaie et sa perte de crédibilité. Mais finalement, quand on écoute le discours des banques centrales, c'est tout le contraire. Elles expliquent que si on ne faisait pas cette politique finalement de fuite en avant monétaire, eh bien on aurait les gilets jaunes puissance 10. Et c'est grâce à cette politique monétaire généreuse qu'on achète quelque part la paix sociale. Oui, mais c'est une illusion. C'est le type qui donne de la méthadone en croyant qu'il n'y aura plus de drogués. Quand on est drogué, on est obligé d'augmenter les doses. À l'heure actuelle, on est arrivé à des doses de subventions qui sont totalement irréalistes, puisqu'on arrive presque à 93% de l'emploi subventionné, et tout ça par la création monétaire. C'est quand même dire que c'est bien, et que c'est formidable, et que ça annonce des choses formidables. Faut quand même attendre un peu. Nous, ce qu'on a prévu, en tous les cas, c'est réalisé. En 20 ans, on est tombé dans le trou, et on considère que nos analyses ont une certaine réalité. La nouvelle théorie monétaire, c'est pas pour vous? Il n'y a pas de nouvelle théorie monétaire. Il y a un opportunisme de théorie. Mais quand vous dites on est tombé dans le trou, est-ce qu'on ressent ça? Est-ce que vous trouvez que finalement la France de 2021 va moins bien qu'en 2008 ou en 2002? Elle va moins bien, puisque son revenu individuel par tête a baissé jusqu'à revenir à celui de 1980. On ne peut pas dire que ce soit un succès, quand même. Et vous dites ça va mal finir? Moi, je ne dis jamais que ça va mal finir. Je dis simplement qu'on complique de plus en plus la situation. Parce que comment on peut en sortir de cette politique monétariste? C'est comme si vous disiez à un drogué, est-ce que j'arrête la méthadone? Non, on n'arrête pas la méthadone. Mais il faudrait commencer quand même à prendre des mesures de fond pour essayer de revenir à des situations qui soient maîtrisables. À l'heure actuelle, même les Américains ont compris qu'ils ne maîtrisaient plus rien. Si je prolonge votre analyse, je me dis que finalement vous devez acheter du Bitcoin. Non, moi, depuis le début, et on l'a expliqué de façon très détaillée sur notre blog, le Bitcoin est à la fois une aventure intéressante et une folie. La preuve, c'est que tous ceux qui y vont se font plumer comme des affreux, sauf quelques-uns qui arrivent à s'en sortir, mais qui sont une minorité, car le marché est tenu par quelques baleines, comme on dit, qui font exactement ce qu'elles veulent.
Mais alors, si on élargit au-delà du Bitcoin, cette monnaie cette crypto-monnaie, elle ouvre quand même des perspectives intéressantes. Le fait qu'elle échappe notamment aux pouvoirs centraux des banques centrales ou des politiques. Elle n'y échappera que simplement tant que les États le veuillent. Si on interdit le Bitcoin, c'est fini. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est la tentative de la Chine de créer une monnaie numérique pour concurrencer le dollar avec des gens qui achèteraient un actif indépendamment de toutes les autres considérations économiques. Oui, mais qui ne résout pas le problème de la planche à billets, parce que si la Banque centrale chinoise décide d'imprimer cette monnaie numérique à l'infini... Nous sommes dans une guerre des monnaies. Pourquoi est-ce qu'on réforme les retraites alors qu'on a trouvé de l'argent magique? Ça, c'est une question intéressante. C'est au fond, l'effet du Covid aura été de faire que les gens croient qu'il y a de l'argent magique. Ben oui, en fait, on faisait de gros efforts pour trouver 150 millions, 200 millions, 300 millions de ci, de là. On mettait tout le monde dans la rue pour des réformes qui allaient permettre d'économiser 10 milliards. Et au final, on arrive à dépenser 100, 200 milliards comme ça d'un trait de plume. Non, mais on a même fait une chose Macron a fait une chose absurde, qui est de faire un overshoot par rapport à la baisse du PIB, parce que non seulement il a compensé la baisse du PIB, mais en plus, il a distribué de l'argent en supplément. Mais Trump a fait pareil. En fait, au final, on est dans une course à l'échalote. C'est plutôt son successeur qui va faire pareil. Mais il est vrai qu'à partir de ce moment-là, le risque d'inflation devient majeur. Et alors qu'on a dit qu'il n'y aurait pas d'inflation, que ça ne viendrait pas, etc. Elle est là, on est à 4 ou 5% maintenant aux États-Unis. Il suffit de regarder maintenant en France ce qui se passe. Et il y a une inflation latente qui est très forte. L'inflation, elle est surtout sur les actifs, hein, le prix du mètre carré. Elle a été très longtemps sur les actifs. Le prix des actions. Elle commence à déborder sur les prix à la consommation. Parce qu'en effet, cette inflation sur le prix des actifs vient du fait que les banques centrales ont déversé de l'argent par le sommet, par les marchés financiers. Pourquoi est-ce que ne pas avoir finalement donné des chèques aux Français, ça aurait été plus efficace? Parce que dans des situations de déséquilibre monstrueux, si vous distribuez de l'argent aux gens en déficit, le déficit s'accroît. Et le distribuer à des gens qui sont en excédent n'a pas de sens. Donc en vérité, c'est un opportunisme qui peut être nécessaire à cause d'événements surprenants et difficiles, mais qui est fondamentalement vicieux. Mais dans ce système mondial où les États-Unis overshoot, pour reprendre votre thème, avec un Biden qui qui empile les milliards de milliards, les Chinois qui, pareil, font tourner la planche à billets à plein régime, est-ce que la BCE pouvait s'extraire du jeu en disant « moi je vais rester vertueuse », même si la tentation en Allemagne est souvent celle-ci? Bien, si vous lisez le livre « La monnaie du diable », vous verrez que la géopolitique commande en vérité la monnaie. Bon. Et ce n'est pas la monnaie qui commande la géopolitique. C'est pas la queue qui remue le chien, on voit l'ouvrage « La monnaie du diable ». Alors, le second opuscule, « Sortir du désastre », ça fait référence à l'ouvrage précédent, hein, qui était justement cette description du désastre. Et là, ce sont vos réponses, vos solutions? Un peu plus que ça. En fait, je crois que la crise sanitaire a fait comprendre à tous les Français que la situation de la France était désastreuse, ce qui n'était pas le cas précédemment. On a vu que sur tous les classements, on était descendu très très bas. Le grand déclassement, c'est la litanie depuis la crise sanitaire. Or, le problème, c'est qu'il faut agir. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc, autant le premier livre avait pour but de décrire ce qui se passait et qu'il fallait corriger, là, nous sommes dans un problème français. Qu'est-ce que peut faire la France pour arrêter de s'enfoncer comme il s'enfonce? Alors, c'est intéressant comme parce la que, France s'enfonce, pardon. En effet, on a l'impression que le débat se résume à ça. Les souverainistes, les gens qui veulent retrouver le levier d'action au niveau du pays, et les mondialistes qui pensent que les solutions sont plus globales. Et c'est un petit peu le débat qu'on a eu avec l'élection d'Emmanuel Macron. Oui et non, puisque moi je suis mondialiste, j'ai une carrière épouvantable de mondialiste, j'ai travaillé pratiquement sur tous les continents, sauf l'Amérique du Sud,
Donc oui, j'ai fait l'INSEAD, je suis pro-européen par nature, par structure même. Donc je suis un vilain. Mais en vérité, la base nationale ne peut pas se passer d'une correction de ce qui se passe à l'international. C'est pour ça qu'ici, nous développons des thèmes d'une diplomatie de la prospérité qui impose que nous disions les choses et que nous essayions de les faire changer, ce que nous n'avons jamais fait depuis l'an 2000. Et vous êtes optimiste? Je suis à la fois optimiste et pessimiste. Pessimiste parce que la pédagogie de la crise n'existe pas. C'est même presque une opportunité, je vais vous dire. Finalement, vous êtes Emmanuel Macron, vous avez un carnet de chèques illimité, puisque la crise l'oblige, donc vous pouvez éteindre beaucoup d'incendies. On peut éteindre des incendies en allumant d'autres. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est que c'est un allumeur d'incendies. C'est-à-dire ce que nous lui reprochons, nous, dans notre petit groupe, c'est, alors qu'on avait plutôt une intention positive à son égard au départ, comme beaucoup de gens, c'est qu'il ne s'attaque pas aux problèmes de fond avec le sérieux nécessaire, et il ajoute des problèmes qu'il crée lui-même. Alors on en a des multiples. Un exemple? Un exemple, par exemple, la Convention citoyenne sur le climat, où on se crée des obligations. C'est de la com, ça, c'est de la politique, ses prédécesseurs ont fait la même chose. Ça crée un trouble qui, à la fin, les Français ne comprennent plus ce qu'il faut faire dans le domaine écologique. De même, l'affaire des Gilets jaunes est une affaire largement provoquée par une non-réflexion sur le fait que dans un pays qui stagne au point de vue rémunération, si vous enlevez du revenu, là, les gens qui sont pauvres rentrent dans la misère. Donc les gilets jaunes, c'est une erreur d'appréciation. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ou ne pas faire alors? Parce que on ne peut pas dire aux gens qui gagnent, disons, 1 500 € par mois, vous allez refaire votre maison alors qu'ils gardent encore leur maison, et on va tout faire parce que le climat, vous allez tuer le climat, on va vous doubler, puis tripler, puis quadrupler votre essence, et en plus, on va vous demander de changer de voiture. Vous regardez, les gens regardent, ils ont un budget de 40 000 € devant les yeux, et ils gagnent 1 500 balles par mois. C'est pas possible. C'est une folie. Que les gens n'aient pas au gouvernement vu ça, est la preuve que nous avons une captation bureaucratique à la tête de l'État indiscutable et qu'il va falloir changer. Et qui s'est accéléré. Est-ce que c'était pas la même chose avec François Hollande, Nicolas Sarkozy et même avant avec Jacques Chirac? C'est vrai, nous dénonçons ce que nous appelons l'énarchie compassionnelle, devenue bienveillante en prime, indéfiniment depuis 2000. La seule question, c'est qu'avec Macron, on a pris les énarques de droite et de gauche, on les a fusionnés, on leur a permis, en plus, de vivre en famille. C'était le sens de l'histoire, finalement, parce que c'était assez décrit par les uns et les autres. Il y avait une espèce de promiscuité idéologique forte. Qu'on soit un énarque de gauche ou de droite, on arrive à se fréquenter. Oui, mais le problème, c'est la profondeur démocratique du pays. Et ça, comment est-ce qu'on le résout, alors? On le résout déjà en mettant fin à l'énarchie, et pas comme on l'a fait avec Hollande, où on a juste changé le nom. Alors Macron, vous avez entendu, il a mis fin à l'ENA. Mais oui, mais il a changé le nom, c'est tout. En vérité, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait une barrière qui existe dans tous les pays, sauf la France, ce qui est absolument extraordinaire. Dans tous les pays, les hauts fonctionnaires ne font pas de politique. Sauf en France. On tire souvent sur l'ENA, qui est la source de tous nos maux, et qui est l'excuse toute trouvée des élites qui seraient déconnectées. Mais on a aussi besoin de têtes bien faites, d'élites. Enfin, vous en avez fait partie quand on avait passé par l'INSEAD, on a été consultant. Non seulement j'en ai fait partie, mais je les ai formés en partie. Donc, parce que j'étais maître de conférence à Sciences Po pendant près de 20 ans. Donc c'est Frankenstein. Non, mais c'est pas ça. Moi, je suis pour une administration forte, avec des têtes bien faites, et je suis complètement opposé à l'abaissement de la formation des élites administratives. Mais il y a 2 mesures toutes simples à faire. Vous ne pouvez pas être élu dans des assemblées qui déterminent votre niveau de vie, premièrement. Et deuxièmement, vous devez faire attention au népotisme. À l'heure actuelle, quand vous regardez le gouvernement Macron, combien de filles d'eux? Étonnant. Maintenant, on fait de la politique en famille. Vous regardez le cinéma, combien de fils et de filles d'eux, vous regardez toutes les professions, c'est assez répandu. Il n'y a pas que les énarques qui se reproduisent. D'accord, mais là, et encore, ce n'est pas des reproductions nécessairement d'énarques, ce sont des reproductions de clans.
Mais la démocratie doit avoir de la profondeur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On interdit aux énarques de se présenter aux élections? Interdiction d'aller aux élections dans des assemblées qui fixent leurs conditions d'emploi. À moins de démissionner. À moins, évidemment, de démissionner. Enfin, on l'a fait d'ailleurs certains d'entre eux, et qui ne considèrent pas ça comme anormal. Et ils sont d'accord. Regardez le ministre des Finances. Donc, il a démissionné et il a eu raison. On fait cette réforme et la France va mieux? Bien sûr que non. La vraie question maintenant, c'est qu'un haut fonctionnaire est une personne qui ne peut pas prendre des décisions lourdes et fortes. La culture de la haute fonction publique, c'est de durer avec des accommodements. Donc, à l'heure actuelle, on est dans une situation où il faut, pour sortir du désastre, prendre des mesures fortes dans des tas de domaines et prendre des risques, ce qui n'est pas la culture de la haute fonction publique. Donc, redonner finalement ces lettres de noblesse aux politiques. Absolument. Moi, je suis pour la restauration de l'image des élites qui, à l'heure actuelle, politique, est dans les choux, comme tous les sondages le montrent. Et comme en effet, même la participation électorale le montre. Ça s'appelle Sortir du désastre. Merci Didier Dufaux de nous avoir présenté cet ouvrage. Ceux qui s'intéressent à ces sujets trouveront quelques-uns de ces développements et bien plus encore dans cette édition et dans ce nouveau... Juste un mot pour dire que le débat n'est pas économique et fondamentalement économique. Il l'est, mais il y a un problème de liberté. Nous sommes en train de perdre nos libertés d'une façon continue et grave, et en particulier les libertés économiques, mais pas seulement, mais aussi des libertés politiques. À l'heure actuelle, on résout toutes les crises en restreignant la liberté, c'est inadmissible, et nous sommes, notamment à cause de la politique écologique, si elle n'est pas maîtrisée, devant un drame vis-à-vis de la prospérité. Donc liberté et prospérité, c'est le slogan du livre. Liberté et prospérité, voilà le slogan de votre programme électoral. On vous retrouve sur les affiches électorales bientôt alors. Un peu, en tous les cas, j'espère que les hommes politiques, quels qu'ils soient, se saisiront de ces idées pour comprendre qu'il faut sortir aussi du silence. Bon, faut leur envoyer. Merci beaucoup de votre visite et puis on se retrouve dans 5 ans pour la suite. Peut-être, mais ça sera plus dur. Merci. À bientôt, merci. Au revoir.